Débriefing. Mais oui, parce que nous avons regardé 2 films ce mois-ci, et pas plus. Oui, c'est vrai, mais quel film? Mais quel film? Alors... Il faut savoir que les films, on les a vus entre la semaine dernière et hier. On a vu 2 films. Et si vous suivez la BDR TV depuis le début, vous savez qu'il y a un acteur qu'on affectionne tout particulièrement puisqu'il a sauvé les réalités, notamment la nôtre, plein de fois. Et on sait que c'est un acteur qui a du talent, qui est exceptionnel. Et je sais même plus à quel moment on s'est dit qu'il était génial. Alors, est-ce que tu te rappelles du film qui nous a fait dire? Je sais qu'on avait vu en fait des films de lui et que je pense que c'est petit à petit. Ouais. Petit à petit, au bout d'un moment où on se rendait compte qu'en fait, bah, on kiffait le voir, on kiffait voir les films d'action avec lui. On s'est dit mais il est génial en fait. Mais en fait, et c'est même les contextes où on se disait mais c'est dingue le réal, s'il veut l'embaucher, on disait mais c'est ça qui nous faisait marrer. Ouais, c'est un film où il est en galère, on lui prend sa femme et ses gosses et il doit tout casser. Je pense qu'il y a quand même une histoire derrière parce que je me suis penché sur monsieur donc Liam Neeson. William, qui s'appelle d'ailleurs. Et alors pourquoi? Donc Liam Neeson, il faut savoir qu'il a 69 ans, bientôt 70 ans, et c'est incroyable. Il a l'âge de ma Il faut savoir aussi qu'il a été conducteur de chariot élévateur chez Guinness, qui a été chauffeur routier, qui a été assistant architecte, boxeur amateur ou alors encore enseignant. Et il y a d'autres métiers encore. Hein. C'est le cas, c'est Jarod. Et on va dire, il a percé vers les 24-25 ans où il a commencé à faire des films et tout ça. Ouais. Mais il faut savoir que c'est vrai qu'on blague en fait sur le fait qu'à chaque fois qu'on voit ces films, on se dit putain, à chaque fois c'est sa femme, son fils, sa famille, quelqu'un de sa famille qui est menacé. Il faut savoir qu'en 2009, il a subi un gros traumatisme parce que sa femme est décédée en 2009 en fait, tu vois, d'un accident de ski et ça l'a énormément choqué. Et bah il s'est mis à fond dans ce travail. Donc c'est pour dire que de 2009 à 2012, il a joué dans 10 films. Et depuis, il y a au moins une année où il sort un film, ou 2, tu vois. Et en fait, il y a une interview qu'il a fait récemment où il disait qu'en fait, il s'est pas remis de la mort de sa femme. Il disait même, j'ai lu le truc, ça m'a fait un peu de la peine. Il disait même que quand il est chez lui, quand il est seul chez lui, et ben des fois, il a l'impression d'entendre la porte s'ouvrir et il a l'espoir de la voir rentrer, de revoir sa femme. Ça me fait trop mal au cœur. Et en fait, quand j'ai lu ça, j'ai fait ah ouais, en fait, on se moque parce que dans tous ces, et c'est vrai que dans tous ces films, il y a là on va le voir encore, il y a l'enjeu familial, sa femme ou ses enfants sont menacés, sont enlevés, bah le truc de Tekken où sa fille est enlevée, mais jusqu'à de Tekken à ces films maintenant, pratiquement à chaque fois, il y a quelqu'un de sa famille qui est enlevé, tué ou menacé. Et en fait, quand on lit ça, on se dit bah en fait, on comprend pourquoi maintenant quand il lit ces scénarios-là, bah il est touché, tu vois. C'est normal le type, tu vois. Il a perdu sa femme en 2009, quoi. Oh, c'est dingue, hein. Liam Neeson, si tu passes par là, sache qu'on aimerait bien te rencontrer. Mais de ouf, genre. On kifferait te voir en vrai. Et apparemment, moi je veux te parler. Apparemment, les gens disent qu'il est très sympa et tout, mais il est très réservé, qu'il donne pas beaucoup d'interviews et tout. Nous on l'interviewe pas, on invite à manger un burger. Mais apparemment, il est très sympa et tout, et qu'il sait faire beaucoup de choses, et il est proche de plein de personnes, et notamment pour le dernier film qu'on va filmer, il a retrouvé son cascadeur, tu vois, qui l'a doublé sur 28 films, je crois. Ah ouais. C'est son pote. C'est ça. Et en fait, il y a des bonus dans le Blu-ray où tu le vois et tout, mais il est incroyable. Il est incroyable. Ah non, cet acteur. On en parlera pendant. C'est en passe de devenir. Alors autant j'aime bien Woody Harrelson, Johnny Depp, et lui, mais il fait partie de mes. Avec Mark Wahlberg, il fait partie de mes chouchous. Même Dwayne Johnson, je commence à avoir de la sympathie pour lui. Dwayne Johnson, il est cool. Ouais, et il commence vraiment à devenir mes chouchous. Et le premier film qu'on a vu, c'est Le Vétéran, The Marksman en anglais, mais par contre, on m'a dit son titre en québécois. Et vraiment, faut qu'on prenne l'habitude de rechercher les noms québécois des films. Vas-y, c'est quoi? Ouais, faut regarder sur Wikipédia. Ou Diamandamine, c'est quoi le nom en québécois de ça? Mais elle va pas s'en rappeler. C'est elle qui me l'a dit. On va essayer de chercher. The Marksman. Peut-être que c'est écrit sur Marksman. C'est écrit sur Wikipédia, non? C'est écrit sur Wikipédia, mais oui, ils te le bah disent. si, c'est Marksman aussi. Non. Ok. Ah non, le protecteur. Le protecteur au Québec. Le protecteur. Voilà. Donc, le protecteur, ou le vétéran en français, avec Liam Neeson, et je vais laisser Raven vous faire tout de suite, avant le synopsis, un court... Donc, oui, le fameux petit casting. Alors, c'est réalisé par Robert Lawrence. Alors, on s'est dit un truc durant le film, on s'est dit, putain, c'est incroyable, le film, genre, ça fait un peu Clint Eastwood, tu vois. Ouais. Et bah, c'est normal, parce qu'en fait, Robert Lawrence, c'est celui qui a produit et travaillé sur plus de 10 films
réalisé par Clint Eastwood. Et il a réalisé un film qui s'appelle Une Nouvelle Chance avec Clint Eastwood. D'accord. Ah oui, donc le mec. Donc son inspiration. Bah, ça je pense même que ça se trouve, il a écrit le rôle pour Clint Eastwood, mais Clint Eastwood, vu qu'il commence à avoir de la bouteille, parce je crois qu'il a 90 ans, voire même 91 ans, je crois, le bonhomme. Donc commence à se faire vieux. Donc bien sûr, il y a Liam Neeson, il y a Jacob Perez qui joue un garçon dedans, où je crois que c'est le deuxième film. Il y a Catherine Winnick qui joue dans Viking. Exactement, et j'ai appris ça. C'est une réalisatrice, scénariste, productrice qui joue un perso principal dans Viking. Alors moi je le savais pas, c'est parce que j'ai dit à Diane Lamine qu'on avait vu ce film-là, elle m'a dit ah elle joue dans Viking. Ouais. Et j'ai dit ah tiens, je vais le ressortir. Et en fait c'est pour ça que je me suis dit, mais dans le film je me suis dit, putain, je l'ai déjà vu, mais j'arrive pas à me reconstituer. Et après je me suis dit c'est vrai qu'elle avait des trucs avec des cheveux de dingue, et ouais elle joue dans Viking quoi. Complètement fou. Il y a Teresa Ruiz, il y a Juan Pablo Rabat. C'est lui. Refe. El Jefe. Le philosophe. On va vous expliquer tout ça après. Il y a Dylan Kenny, Luce Rains et Alex Knight. Lagertha dans Viking, c'est ça. Est-ce que j'envoie le synopsis? Oui, allez-y. Alors, Liam Neeson est un vétéran de l'armée américaine qui a décidé de vivre à la frontière entre les États-Unis et le Mexique dans une ferme qu'il a du mal à payer. Je pense à la scène quand il parle au promoteur. Et il est donc en conflit avec sa banque. Vous voyez cette colline là-haut? Ouais. Et d'ailleurs, il faut savoir que dans ce film, il y a une réplique qu'on a pris. C'est à chaque fois qu'on regarde des films de Liam Neeson, c'est dingue parce que quand on regarde des films dans Lagertha dans Viking en ce qui concerne la ce que j'ai dit. Ah ok. Je vois pas. Tu m'écoutes pas en fait. Si, mais je savais pas si t'avais. Mais moi j'ai pas. Je l'ai dit à voix haute. Arrête, coup de coude dans la carotide, rappelle-toi. Et Liam Neeson est donc a des difficultés à payer donc sa ferme qu'il risque de se faire saisir par la banque, et donc pour ce faire il a des têtes de bétail et il survit comme il peut. À la frontière, vous savez, entre la frontière américano-mexicaine, il y a malheureusement bon couscous, bonne digestion. J'espère que t'as bien mangé. À la frontière américano-mexicaine, il y a, comme vous le savez, un mur pour empêcher les migrants mexicains de venir sur le sol américain en toute illégalité. Mais va se passer une histoire qui lie une famille qui a des problèmes avec des cartels de drogue et qui va se sauver vers le continent américain et qui va passer en loose day et qui va tomber nez à nez avec Liam Neeson, qui va devenir un peu le protecteur d'un jeune homme dont le nom est Miguel et qui va devoir accompagner dans une sorte de voyage initiatique, le tout poursuivi par une bande de méchants dont El Jefe, le cartel d'un cartel mexicain, et donc toute l'histoire se base là-dessus. Alors faut savoir que dans le film, sa fille est vivante, mais sa femme est déjà morte. Oui, alors on a, et en fait à chaque fois qu'on commence un film avec Liam Neeson, on se dit, alors sauf si on a vu la bande-annonce, on se dit à un moment, on attend le point famille, protéger la famille, j'ai perdu quelqu'un, tu vois. Et à un moment, justement, il y a le promoteur qui vient, qui lui donne une lettre comme quoi sa ferme va être saisie, son ranch plutôt va être saisi, et il lui dit, il lui regarde dans les yeux, il regarde dans le fond comme ça, il fait, mais sérieux, il dit, vous voyez cette montagne là? C'est là que j'ai dispersé les cendres de ma femme. Ah, 15 minutes du film, 10 minutes du film. Alors, faut savoir que ce film, c'est la conclusion du Liam Neeson verse. Ah là, ouais. C'est vraiment qu'à force de vouloir sauver sa femme, il y aura un film où il arrivera pas à la sauver. Il n'existe pas encore, ou peut-être qu'on l'a pas encore vu ce film. C'est assez dingue. Allez, il a pas réussi à sauver, mais c'est la maladie qui l'a emporté. Mais... Voilà. Il va devenir un père de substitution pour le jeune Miguel et il va le protéger du cartel, dont notamment de El Jefe. El Jefe. El Jefe qui est un méchant, un antagoniste. Alors, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable parce que eux ils viennent du Mexique, vous voyez. Donc en fait, ils débarquent justement de la frontière Mexique pour arriver aux États-Unis, et c'est vraiment le patron El Jefe, il est en mode, il est dans un autre monde. Ah oui. Et c'est la première fois qu'il vient de passer la frontière apparemment, et il regarde le monde comme ça en mode philosophe. Ah oui. Et vous le voyez regarder dans le vide des femmes américaines quoi, et puis des vitrines de vêtements américaines et des voitures, et il regarde comme ça dans le fond, il est en mode philosophe et tout, avec son petit petit pansement. Ça t'as kiffé dessus. Faut savoir qu'il y a un gunfight au début avec lui, et il y a un gunfight avec lui au début, et il est blessé au visage. Et il a une petite égratignure, et du coup, on lui met un tout petit pansement. Vraiment un tout petit pansement. Vous savez, les pansements ronds que votre mère vous mettait en zaplace, là. Et ben, il se trimballe ça, et il a une gueule un peu vénère. Et ça fait bizarre de voir sa gueule carrée vénère.
avec son petit pansement là. Et alors, et c'est dingue, parce que le pire, c'est que quand on le met en scène en train de regarder dans le vide ou de regarder des trucs, le réalisateur, il veut nous dire un truc, je sais pas quoi, mais c'est même pas grandiloquent parce que c'est presque anecdotique quand on le voit, mais on le remarque quand même à la caméra, et c'est là où on voit dans la mise en scène où il y a eu des essais qui ont été faits. Ah oui, il y a plein de petits trucs comme ça. Non, c'est Mercurochrome le pansement d'héros, c'est pas Monza Place le pansement d'héros. Ah ouais, non, t'as raison. Il y a plein de trucs. Fail. Et il y a plein de trucs comme ça où dans le film, bon, le jeu d'acteur, Liam Neeson est à fond. Fidèle à lui-même. Ouais. Le gamin, je trouve que ça va. Le gamin, ça va. Liam Neeson, de toute façon, tu flingues sa femme ou tu menaces de flinguer quelqu'un qu'il connaît, puisqu'il va devenir le père de substitution de ce jeune homme. Tu vois, il joue à fond le rôle. Le gamin, ça va, je le trouve ni crédible. Après, c'est surtout le cartel, quoi. Le cartel. Alors, quand même, on voit que c'est un film à petit budget, parce que moi, tu me parles de cartel mexicain, je repense à Sicarios. C'est ça. Je repense à Narcos et tout. On met du budget, on met vraiment, on sait que les cartels en Amérique latine rigolent pas et ils sont nombreux. Là, il manquait du budget. Là, t'as une grosse berline avec 4 mecs dedans. Et il y a 4 mecs dedans. C'est vraiment la BAC du cartel qui chasse Liam Neeson à travers les États-Unis parce qu'il va y avoir un road trip derrière. Je me rappelle quand il ramasse la carte. Alors cette scène-là, elle est géniale. On peut pas la dire. Il y a des trucs dans le pire, c'est qu'il l'a. Lui qui regarde tout à ce moment-là, il regarde pas. Il y a des trucs dans le film. Ça pourrait être ridicule. C'est génial. Ouais, il y a des trucs quand même. Je te dis, j'ai changé sa note hier en cours de route. Parce que quand on aime Liam Neeson, c'est clair que tu vas pas tomber parce que, en plus, faut savoir qu'il a été descendu au niveau des critiques. Et bah, c'est exactement ce que j'ai lu. J'ai lu des critiques qui disent, ouais, film de merde et tout. Mais il y a un mec qui a dit, bon, les gars, si vous aimez les paysages américains et Liam Neeson, ce film est fait pour vous. Oui, complètement. Bah, écoute, on est là. Exactement ça. C'est-à-dire, voilà, c'est Hansa Place et ça va déjà mieux. Mais on dit donc, merci. Culture pub. Et le film est assez, au niveau de la photographie, il y a des trucs cool. C'est pas non plus transcendant, tu vois. Non, parce que en vrai, il est bien shooté. Et puis, bah voilà, comme je viens de dire, et sa force, c'est qu'il sait qu'en fait, alors, on le dit, c'est un film pro-américain. Ah oui, quand même. Les deux. C'est patriotique, les armes, tout ça. Ah oui, non, mais donc la NRA, tout ça, c'est vraiment. Il sait que son pays est beau et en fait, il s'appuie sur. Et d'ailleurs, on l'a dit pendant le film, je crois. On s'est dit putain, c'est vrai que le paysage américain, ça fait un très beau décor dans le film. Après, faut savoir aussi que on a remarqué aussi les minorités qu'ils ont voulu mettre à l'écran. On a vu énormément de diversité dans le film, alors qu'il n'y a pas énormément de personnages. Vraiment incorporé à petite dose comme ça. Enfin, j'ai pas trouvé que c'était forcément. On l'a remarqué légèrement. Mais je pense que ça représente en vrai. Je pense que si tu fais son trajet à lui aux États-Unis, ce qu'il a fait, je pense que ça représente vraiment les gens que tu peux croiser sur la route. On a eu la réflexion en même temps quand il va dans l'église. Rien quand on a vu la ferme et l'église, t'as dit putain, je kiffe ça. Et moi je t'ai dit bah j'allais te dire la même chose. Parce que c'est vrai que du coup il y a vraiment une mise en valeur de l'esthétique des paysages américains qui fonctionne parce qu'on la remarque à l'écran. Même si ça fait un peu fake, notamment sur la scène de fin, dans un certain endroit où la ferme, il y a des moments où on sent que c'est un peu, il y a du fond vert derrière, tu vois. Et même pas forcément fond vert, tu vois que c'est un peu prémâché, que c'est un peu là pour mettre en avant une sorte d'idéal du paysage américain ou de ce que peut être la ruralité américaine, tu vois. La ferme typique américaine. Avec le tracker typique qui doit dater des années 70. Mais justement, dans cette scène-là, et on se l'est dit, bah, il y a un petit truc, la fin, quoi, Alors, la fin. Il y a un petit truc qui fait que ça nous a un peu surpris. À la fin, j'ai été surpris. Parce que le pire, c'est que il y a un fil conducteur qui est forcément lié à l'enfant, que donc Liam Neeson doit s'occuper, parce que bien sûr, il s'occupe de l'enfant, mais son but à lui n'est pas de le garder, mais de pouvoir l'emmener quelque part où cet enfant sera en sécurité. Et l'enfant et lui, bien sûr, ils ont des rapports distendus, puisqu'il a bien une fille, Liam Neeson, qui travaille à la police aux frontières, et il contacte sa fille lorsqu'il voit des réfugiés mexicains qui traversent parce que les passeurs leur font traverser le désert et généralement beaucoup meurent de soif ou d'épuisement parce qu'ils marchent des kilomètres dans le désert et Dieu sait que c'est pas une partie de plaisir. Et Liam Neeson, en fait, du rôle qu'il est un ranch collé à la frontière, prévient les gardes frontières dont sa fille comme quoi il y a des Mexicains en galère et ces derniers s'occupent d'eux. Et donc il a vraiment une fille avec qui il a une filiation, il a une filiation de sang. Et ce petit jeune Miguel, avec qui il n'a pas de filiation et avec qui les rapports vont se construire et s'établir dès lors que l'histoire et le récit va évoluer. Je trouve ça des fois un peu lourd, et des fois c'est un peu drôle. Mais le mec qui se met des grosses boîtes dans la gueule alors qu'il est avec un gamin de 7 ans. Il y a des trucs qui marchent plutôt bien, il y a des petites relations. Mais c'est pour ça que je dis que c'est par des petits moments, parce que il y a vraiment des trucs un peu par moments où c'est lourd, où c'est vraiment du tout droit, puis comme on a dit, le film est facile. Alors oui, ça faut le dire. Tout se passe facilement. Alors à un moment donné, Raven il dit, mais comment il y a un déplacement d'un personnage qui est beaucoup trop rapide à l'écran. Il se téléporte. Et il me dit comment il a fait. Je dis s'il te plaît, tu peux arrêter de réfléchir. Dans ce film-là, la réponse d'une scène à l'autre par rapport à une problématique trouve
tout de suite un élément de réponse facile. C'est-à-dire qu'au niveau des facilités scénaristiques, il y avait une ligne droite. Ils ont dit, eh ben, ça va être pas trop d'embûches. Ah ouais, c'est-à-dire que c'est que des... C'est génial. Que des concours de circonstances qui amènent nos personnages à la fin. C'est comme si t'avais une BD qui savait où t'allais l'amener à la fin de sa case et que tu fais des passerelles entre les cases. Est-ce qu'il va arriver à la fin quoi qu'il arrive? Le moment où ils perdent leurs armes, donc Liam Neeson il a des armes, il les perd, ils sont en fuite. Bah, la scène d'après, il est dans un magasin d'armes pour acheter des armes. Et sauf qu'il doit donner son identité, mais il ne peut pas la donner puisque voilà, il y a un premier problématique qui est lié à l'enfant. Et il demande d'avoir les armes gratos et on voit le truc pro-américain, hein, c'est-à-dire que le gars le regarde et il lui fait comprendre que ça va être compliqué parce que quand même lâcher des armes à un inconnu qui donne pas sa carte, ça peut lui faire perdre sa licence. Et à la fin, le mec il scène et il dit mais je dirais que j'ai oublié. Mais non, c'est qu'il lui dit la vérité. Il lui dit, enfin pas tout à fait, mais il lui dit ouais j'ai des mecs qui sont derrière moi, ils vont me buter et tout. Il fait bon bah écoute. Vas-y alors. Ouais, et il lui lâche les armes dans le plus grand des calmes. C'est-à-dire que cette scène-là normalement devrait choquer. Mais c'est encore une fois c'est la facilité, c'est-à-dire même quand on veut nous mettre une embûche à l'écran, elle sonne faux parce qu'on sait que ça va pas durer. C'est juste pour faire durer le film en longueur, mais limite ça parce qu'il y a des films auxquels on le reproche. Mais dans ce film-là, dès lors qu'on tu l'as accepté très vite. Mais c'est exactement ça. Une fois que tu l'as accepté, et moi je l'ai accepté, d'ailleurs j'étais tellement content de voir Liam Neeson avec toi. Ouais, dès le début. Je pense que dès le début où on le voit, qui sort son flingue et qui vise, tu vois, là on fait, oh oui. Ah ouais, en plus la même scène que dans 200 froid. Bah bien sûr. Voilà, donc voilà, cette scène-là. Voilà, donc les snipers et Liam Neeson, c'est toute une histoire. Donc nous, déjà j'ai vu cette scène, j'étais heureux. Ça commence par ça. Et on a tout pardonné au réal, et honnêtement, le film... elle refait vraiment, elle refait à la fin quand je t'ai dit le philosophe. Non mais il y a des trucs qui fait le méchant. C'est-à-dire c'est vraiment du what the fuck parce que on sent qu'il est violent, on sent qu'il a un peu de poigne, mais il a vraiment un truc à part. C'est-à-dire je sais pas si c'est un débile profond. T'es vraiment en train de jouer avec c'est expliqué avec son petit discours justement philosophique à la fin, ouais, parce qu'à la fin il y a un discours et d'ailleurs qui se répond bien avec la Neeson. C'est ça qui est et fort. À la fin il y a un truc qui se passe entre les deux personnages et je l'avais pas vu venir. Moi non plus, et justement je pense que alors le film n'est pas parfait, mais vraiment pour ce déroulement alors réfléchissez pas comme on a dit, mais ce déroulement assez fun, assez stylé fun et amusant dans le film, et ce dénouement à la fin où tu fais ah ouais, ah d'accord, pourquoi pas. Trouver ça intelligent, bah si, surprenant quoi. Bah non, c'est intelligent. Ouais, et c'est des risques parce que mine de rien, c'est une vraie prise de risque. Et vraiment jusqu'à la fin et à la dernière scène où le film se coupe. Quoi. Et ben la dernière scène, elle est géniale et limite un peu triste. J'ai dit putain le bâtard, il nous a fait ça. Personne nous a jamais fait ça. Et il nous a fait ça. Et c'est plutôt cool parce que même quand on voit moi je trouve que j'aime bien ce film. Et honnêtement, c'est pas du grand cinéma. C'est une petite Madeleine, tu vois. Ouais, c'est un film vraiment, quand t'aimes Liam Neeson et les paysages américains, et El Jefe. Parce qu'on peut pas enlever le mérite à El Jefe. C'est là qu'on parlait de l'importance d'avoir des méchants parce qu'il a de la consistance, mine de rien. Il a un peu de consistance. Dans ces longs trucs où il parle pas, où il installe le personnage. Justement, qui découvre il fait un peu la gueule quand il donne des ordres. Et bah rien, le mec qui découvre les Estados, j'adore ce nom. Les États-Unis de l'Amérique. Mais ouais, le coup de la vitrine et tout. Et puis tu sais pas qui il va tuer et qui il va pas tuer. Et en même temps, il est un peu comme Schwarzy quand il débarque dans Terminator, tu vois. Alors, moins charismatique quand même. Beaucoup moins charismatique, mais dans le même délire. Il y a vraiment quelque chose qui est travaillé. On va reparler de Terminator pour le film d'après, d'ailleurs. Il y a quelque chose avec cet antagoniste-là. Et pour le coup, moi, le film, je lui mets 4 sur 5 à l'aise. Parce que je mettrai pas 5, parce que 5, on parle vraiment d'un chef-d'œuvre qui est travaillé de part en part. Mais il mérite allègrement son 4 sur 5 en ce qui me concerne. Parce que c'est un film, limite, il a même pas de prétention. On sent qu'il y a pas d'oseille. Moi, je pense que c'est ça. Et malgré ça, le mec, il prend des risques et il essaye quelque chose. Et franchement, c'est cool. Cimer à toi, Robert Lawrence. C'est ça, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un grand film. Alors moi, je lui mettrais pas 4 quand même. C'est pas mal 4 quand même. Moi, je lui mettrais 3. Mais un gros 3 vraiment où j'ai passé un bon moment. Quoi. Ah ouais, non. Contrairement à Spider-Man, j'ai passé un bon moment. Arrête avec ça, on va pas se rediscuter. Même si Spider-Man, je lui ai mis 4 ou 3. Non, je lui ai mis 4. Même si Spider-Man j'ai mis 4, celui-là j'ai mis 4, mais on va dire c'est pas le même délire. Je me fie pas au même barème. C'est-à-dire que quand je note 4 Spider-Man, je sais par rapport, même si on a été leaké et tout, bon, mettons ça de côté, je sais sur quoi je me base par rapport à la hype, le MCU, etc., ce que j'en attends, ce que je connais, ce que tu vas voir. Et là, je me fais, bon, Liam Neeson, de toute façon, je signe,
Et d'ailleurs, j'espère le voir dans un gros film vénère, énervé. Alors normalement, il y a un film prochainement qu'on avait vu en bande-annonce dans un GRS qui devrait sortir au cinéma. Ah non, ce film aurait dû sortir au cinéma, malheureusement, je sais pas si on l'a dit, mais ouais, il a été direct ou DVD et sur MyCanal. Voilà, non mais on le regrette pas. Et si vous avez MyCanal, faites-lui ce petit plaisir, allez, regardez-le, même si vous aimez pas. Honnêtement, il y a des films qui sont beaucoup plus malhonnêtes dans le fond et dans la forme. Celui-là, il a pas de grandes prétentions. Le meilleur Liam Neeson depuis Taken. Mais qui bon, faut qu'on le voit Taken. Je dirais peut-être pas ça parce que il y a quand même le territoire des loups. Ah, il était pas mal. Il est incroyable ce film. Il est vraiment fou dedans. Mais Liam Neeson, quel mec, hein. Ah, vraiment. Ah ouais. Donc 4 sur 5, 3 sur 5 du côté de Raven, ça reste un film correct. Et merci Liam Neeson pour ce film. Du coup, on pouvait pas se passer de regarder un deuxième film de Liam Neeson. Bah, c'est vrai que oui, on n'avait pas... il m'a dit, j'ai deux Liam Neeson à te montrer. Mais oui, mais en fait, alors, le deuxième Liam Neeson, je l'avais commandé en DVD, donc je l'ai reçu. Donc j'ai reçu le Blu-ray. Je me suis dit, au moins, ça fera un film et il va être content, Liam Neeson. Et juste en même temps, j'ai vu que sur MyCanal, il y avait celui-là. Donc je me suis dit, bah écoute, Liam Neeson... Il était sur MyCanal aussi? Non, le premier, le vétéran. Ah oui, voilà. Mais j'avais donc Ice Road, celui-ci. Ice Road, je l'avais commandé parce que en fait celui-là est sorti au cinéma. On n'a pas pu le voir au cinéma. Je me suis dit je vais le commander en DVD parce que faut le voir quoi. Il faut le voir. Faut le voir. Et tu regrettes pas? Ah non. Franchement, on va vous parler de Ice Road et je vais laisser Raven vous parler du synopsis et du casting et moi je vous ferai le synopsis. Donc c'est réalisé par Jonathan Hensley et il y a une parole que tu m'as dit quand t'as regardé le film, c'était quoi? Est-ce que tu te souviens quand tu parlais du film? T'as dit on dirait Fast and Furious. Non. Tu m'as dit, on dirait ces films qui sont sortis dans les années 2000. Ouais, on dirait des films de début. Et bah, ce réalisateur-là est tout simplement le réalisateur de The Punisher avec Thomas Jane. Celui qu'on a kiffé? Oui, et Ben Travolta. C'est le scénariste de Jumanji et le scénariste de Armageddon et plein d'autres films aussi. Et tu vois, et quand je l'ai vu, j'ai dit, purée, je te l'ai dit, j'ai dit, on dirait c'est des films qu'on regardait quand on était jeune. Bah, c'est ça. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait... Mais grave, vous avez des sites de streaming gratis. Et non, et d'ailleurs, sache que sur Netflix, on n'a pas le droit d'en donner, parce que si jamais on se fait report pour ça, on peut avoir un petit ban sur la chaîne. Twitch, mais je pense Dark Rosalia. Oui, bonsoir. Ça nous fait tellement plaisir Dark Rosalia que tu sois là. Elle m'a dit qu'elle passerait dès qu'elle aurait le temps. Beaucoup. Et ça nous fait kiffer. Donc Dark Rosalia, installe-toi, tu es la bienvenue. En plus, tu viens à un moment exceptionnel puisqu'on va parler du casting de Ice Road avec Liam Neeson. Alors vas-y, je t'en prie. Donc c'est réalisé et scénarisé par Jonathan Hensley et il faut savoir que ça fait 10 ans depuis son dernier film qu'il n'avait pas tourné le film. C'est beaucoup. C'est dingue. Et je t'ai dit vraiment quand on a regardé, je t'ai dit on dirait les films qu'on regardait quand on était petit. C'est ça. Et ça marche. C'est vrai. Et c'est pour ça en fait. On va parler du film après. C'est le type. Hein. On va parler du film après. Il faut qu'il vous parle du casting. Qui on retrouve? Avec Liam Neeson, bien sûr, Laurence Fishburne, donc le Morpheus de Matrix. Hein, Laurence Fishburne, qui veut dire bien sûr en français couille de poisson. Tu peux continuer. Pardon. Et en plus dans le film, il s'appelle Golden Road. Et il s'appelle Golden Road et c'est un film qui parle de route, donc la route d'or. Et en plus, il a un camtar jaune. Bon. Tout est génial. Non, et en plus, des fois, je m'en veux qu'on regarde pas des films en VO parce que là, on les a regardés en VF parce que des fois, on non, ça passe parce que en VF. Il y a des blagues qui marchent pas. Alors, il y a une blague qui marche pas, c'est vrai, oui. Mais en VF, Laurence Fishburne est doublé par Saïd. Là, tu me l'as dit hier. Saïd Hamseh, je crois, qui double. Si vous regardez Grey's Anatomy, c'était le chef noir de l'hôpital qui n'est plus devenu le chef, mais bref, c'est celui qui double ce personnage-là et celui qui double aussi Imam dans Riddick. Et j'adore ce comédien de doublage, il est excellent. J'adore sa voix. Et je suis content. Et après, bon, pour le doublage de Liam Neeson, c'est toujours, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est toujours la voix de Liam Neeson. Et je trouve qu'il fait un taf génial. Bref. On continue. Holt McCalley. Oui, Dr. Spank, c'est moi. Eh oui. Dr. Spank, parce qu'en fait sur mon portable j'ai Dr. Spank parce que j'avais ce pseudo-là avant de devenir le Captain Gonzo. Et je suis devenu le Captain Gonzo par la suite, mais à la base c'était Dr. Spank. Avant d'être Captain, il était Docteur. Avant d'être Captain, c'était Docteur. D'ailleurs la référence au Dr. Spank, Docteur pourquoi? Docteur pour le Dr. Hunter S. Thompson. Gonzo, c'est en rapport au Dr. Hunter S. Thompson. Et pourquoi Spank? Parce qu'il y a un jeu de Ron Gilbert, celui qui a fait Monkey Island, qui s'appelle Death Spank, la fessée de la mort. Et je trouvais ce truc drôle, je pouvais pas m'appeler Dr. Death Spank, donc j'ai gardé Dr. Spank. Voilà. C'est moi.
Sans prix, continue. On continue. Holt McCallany, qui est un acteur plutôt pas mal, mais qu'on voit plus trop en ce moment. Amber Midthunder, je sais pas comment on dit, désolé. Midthunder. Marcus Thomas, Benjamin Walker, Matt McCoy et Matt Salinger pour les seconds rôles. Hein. Puis je pense qu'on peut passer au synopsis du film. Alors on me dit enchanté Dark Rosalia. Merci, et le monsieur à côté de moi, c'est qui? Eh ben, c'est ce que, non, t'es pas pape. Eh ben, on le présente jamais, parce qu'on le présente plus, tellement on le présente, mais je vais te le présenter. C'est Raven, c'est le PDG de la BDR TV, qui est là, qui est fan de cinéma. Et d'ailleurs, toute la déco que tu peux voir là, donc, tout ce qui est lithographie, cadre, etc., DVD, Blu-ray, enfin, tu les vois pas, DVD, livres, figurines. On les voit plus comme voilà. Ça, c'est l'antre de Raven. Il a d'ailleurs une émission qui s'appelle l'antre de Raven. C'est sa chambre, c'est là qu'il vit, c'est là qu'on regarde des films. Et enchanté Dark Rosalia, je l'ai rencontré sur les streams de l'Itena. Oui, mais je vois et on l'a déjà vu plein de sur fois. Les streams de l'Itena, et puis tous les comparses qui naviguent autour de l'Itena, je la vois souvent. Hein. Et ben voilà, et moi je suis trop content de la voir sur la chaîne. Là, ça nous fait kiffer. En plus, oui, pendant qu'on parle de Liam Neeson, qui est un acteur. Ma foi, on va faire le synopsis de ce film Ice Road. Alors, comme vous vous en doutez, Ice Road, je suis sûr qu'au Québec, ils l'ont appelé ce film Route enneigée. J'en suis... Route de glace, à mon avis. Route de glace ou route enneigée. On va regarder. Alors, Ice Road, le film commence avec une petite phrase qui vous explique qu'aux États-Unis, il y a une route de glace. Enfin, aux États-Unis, plus dans le nord américain, dans le grand nord américain. C'est-à-dire, piège de glace. Piège de glace. Tu vois, mais le road, ils l'ont dégagé, hein. Il y a, en fait, dans le grand nord américain, il y a donc les routes sont impraticables parce que quand la neige tombe, elle tombe vénère. C'est pas comme chez nous. Oui. Elle tombe tellement vénère que certains poids lourds empruntent des lacs qui sont complètement gelés, sauf qu'à la saison du printemps, il y a à peine 75 cm d'épaisseur. Et j'ai une vraie photo. La voici. Et ça, c'est un vrai truc. C'est une vraie photo. Voilà. Sur la route glacée. Ah, purée, c'est génial que t'aies ça. Et il la voit là, il la voit dans le stream. Il la voit. Et ben, c'est furtif, fiu, en anglais. Fiu, merci. Et en fait, ils prennent cette route, pour, le titre est pas bon. Comment ça? Ah mince. Ah bah mince. Ah bah, comment ça? Pourtant, on a changé le titre, hein. Ouais, il a pas dû être sélectionné. Ah d'accord, merci Fufu. À mon avis, il a pas dû être sélectionné. Et merci en fait, Fufu. La route de glace est donc une route qui parcourt des lacs gelés et que des poids lourds, donc attention, hein, c'est du poids lourd, ça fait quelques tonnes. C'est du 30 tonnes. Ouais, c'est du 30 tonnes en moyenne et ils traversent ces routes de glace, mais c'est hyper dangereux comme vous pouvez le voir. Si la glace pète, ton poids lourd et sa cargaison dégage. Et il y a des gens qui ont des accidents où ils cannent dedans. Et en fait, Liam Neeson campe le rôle d'un gars. Merci pour l'abonnement, Fufu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Liam Neeson campe j'ai été perturbé par ton truc. Campe un vétéran de guerre. Non, c'est son frère le vétéran de guerre. C'est son frère le vétéran de guerre. Et en fait, il s'occupe de son frère qui a un trouble cognitif. Un traumatisme. Un traumatisme lié à la guerre. De mettre leurs putains de chaussures de golf. Ouais, mettez leurs putains de chaussures de golf. Merci. Chizix, merci beaucoup. Et il est avec son frère et son frère en fait, voilà, revenu de la guerre d'Irak, il est perturbé. Il y a beaucoup de choses qu'il sait pas faire ou qu'il sait plus faire, mais c'est un excellent mécanicien. Le problème, c'est que tout le monde se moque de son handicap et Liam Neeson défend tout le temps son frère puisque leurs parents sont morts. Mais à chaque fois qu'il le défend, il cogne quelqu'un et il se fait virer de son travail. Donc première morale, en fait, ne tapez personne au travail, sinon vous allez vous faire virer. Hein, mais c'est ça. Mais il sait faire, mais il s'exprime mal en fait. Il arrive plus à s'exprimer correctement. À cause de la guerre, il arrive plus à s'exprimer. Et Liam Neeson donc est au chômage et il y a un petit rapport conflictuel avec son frère qui représente un poids pour lui parce qu'il aimerait qu'il soit plus autonome, plus indépendant. Et lui qui aimerait pouvoir se stabiliser dans la vie et trouver un travail. Et c'est des mecs qui adorent, c'est des routiers. Bon, en parallèle de ça, il y a une mine dans le Grand Nord américain où des mineurs travaillent et leur détecteur de méthane ne fonctionne plus, sauf qu'ils vont ouvrir une poche de méthane, il va y avoir un accident et ils vont se retrouver bloqués sous la roche. Ils n'auront alors qu'un temps limité d'oxygène pour pouvoir survivre. 30 heures, je crois. C'est là que les PDG, c'est ça, il y a 30 heures. C'est là que les PDG de la firme minière téléphonent au Premier ministre canadien pour demander à ce dernier de dépêcher tout de suite une équipe de casse-cou pour aller amener un convoi qui traverserait la route de glace début printemps, là où la glace est le plus fine, pour amener le nécessaire pour
borer un trou et sauver cette équipe de mineurs. C'est là que du coup, quelqu'un se tourne vers Laurence Fishburne et lui demande de l'aide, et Laurence Fishburne va faire un petit appel d'offres et il va recruter Liam Neeson, son frère, ainsi que quelques personnages, et ils vont partir ensemble, amener tout le matériel jusqu'au bout pour pouvoir sauver ces mineurs. Vous vous doutez forcément que tout l'enjeu du film se situe autour de la dangerosité que représentent ces expéditions où beaucoup de gens même meurent dans la vraie vie. Faut savoir que c'est un boulot qui est très risqué, c'est l'un parmi les plus risqués au monde. Comme Nick Temeres l'a dit, il roule sans ceinture, et comme on le voit dans le film, ils ouvrent la porte, et je pense que Nick Temeres, parce qu'en fait il y a des émissions de ça qui parlent des convois de l'extrême. Les convois de l'extrême, c'est ça. Et je pense qu'il a dû voir ça là. Et oui, c'est vrai, alors pas tout, mais pratiquement tout ce qui est montré dans le film, c'est vrai, où ils ouvrent la porte quand ils roulent pour, si jamais il y a un truc qui va pas, qu'ils sautent du véhicule pour pouvoir rester en vie. Le film est particulièrement osé. Faut savoir que nous, hier, quand il me l'a montré, déjà, j'étais un peu content. J'ai dit, oh, Liam Neeson, et en plus, l'affiche te vend du rêve tout de suite. Alors, déjà, tu vois les fissures et tout. Donc, nous, on s'attendait, c'est pas un film catastrophe, mais c'est vraiment un film presque d'aventure, d'expédition, avec des mecs un peu boucanés, un peu badass. D'ailleurs, il y a même une femme qui fait partie de l'expédition, et c'est une amérindienne. Je crois qu'on la voit sur une amérindienne complètement révoltée, anticapitaliste. Moi, j'ai kiffé cette actrice. Hein. Elle est géniale. J'ai adoré cette actrice. Et donc, vous voyez que chaque personnage incarne réellement bien. Et d'ailleurs, tous les personnages, à part peut-être les PDG de la mine, mais sinon, les personnages habitent plutôt bien leur rôle dans ce type de film. Les PDG de la mine, ils sont un peu clichés, tu sais. Clichés et fades. Beaucoup moins fades qu'un des antagonistes qui est dans le film. Parce que moi, je pensais pas qu'il allait avoir des antagonistes dans ce film. Bien mal m'en a pris. Mais déjà, moi, quand le film a commencé, le truc de la mine, ça m'a étonné. J'ai fait, ah oui, d'accord, donc j'étais pas au courant, et j'ai fait, ah d'accord, j'étais pas au courant du tout, c'est parti dans un délire, j'ai fait ah oui, ok, donc là ça m'a surpris déjà, j'ai fait bon, ok, d'accord. Le coup de la mine et le coup après même du fait du lien de Liam Neeson, encore une fois avec un membre de sa famille, toujours pareil, avec son frère, avec qui j'ai même eu de la peine à des moments, tu vois. Magnifique, la relation entre Liam Neeson et son frère est moi je l'ai trouvé vraiment cool, parce qu'elle est pas non plus poussée, énervée, mais le réalisateur dose plutôt bien, et Liam Neeson est vraiment un bon acteur. Parce que là, ça passe. Moi, j'ai eu de l'affection. Il faut savoir Gertie direct. Hein. Que Liam Neeson et son frère, donc Gertie, mais j'ai pas le nom de l'acteur, mais alors, on va essayer de chercher parce que si, il est. Hier, regarde, il est là. C'est Marcus Thomas. Marcus Thomas, voilà. Et ben, il faut savoir que ces deux acteurs-là, l'équipe du film, et ces deux acteurs-là ont vraiment ils ont tourné au Canada, ils ont vraiment tourné dans le froid, et quand on les voit plonger dans l'eau, ils ont plongé dans l'eau. Oh, les Indiens. Vraiment. Et même Liam Neeson a dit que avant le tournage, il prenait une douche froide, tu vois, pour se mettre en condition. Oh les fous. Oh les fous, il a l'air d'être grave bien le film. Merci Shizix. Merci. Écoute, on va te dire après, parce que dans ce film-là, comme vous vous doutez, il y a beaucoup de trucs qu'on remarque dans le film, notamment à un moment donné, où tout se passe avec des gros truckers, et il y a un truc, trucker, là je parle un peu américain, et il y a un truc que font les personnages quand ils se mettent au volant, et nous on pensait que c'était une joke, et même pas, parce que même ça, et je suis sûr que c'est vrai. Il y a moyen. Je suis certain que c'est vrai. En fait, il y a des détails dans le film qui sont vraiment cool, même le coup de rouler sans ceinture pour sauter, il y a des trucs qu'on voit dans le film, il y a pas trop d'effets spéciaux. Oui, et il vous explique qu'en fait, si en gros c'est une route, je sais pas si tu l'as dit, j'ai pas écouté, mais de moins de 75 cm. Ouais, c'est ça, je l'ai dit. Et en fait, ils expliquent à un moment du film que s'ils roulent pas assez vite, en fait, tous les pneus, en fait, vont avoir tout le poids et vont s'enfoncer dans la glace. Et s'ils roulent trop vite, ils vont créer une onde de choc qui va faire que la glace va se casser aussi. Donc, il faut qu'ils gardent un rythme spécial sur la glace. En mode taureau. Il faut qu'ils gardent une bonne distance. Donc, c'est vraiment un boulot de tous les deux. Enfin, on est concentré non-stop. D'ailleurs, faut savoir que, bref, on peut pas tout vous dire du film parce qu'en fait, il y a énormément de trucs à dire sur ce film. Visuellement, c'est cool. Au niveau de l'acting, t'as pas du grand jeu, mais chaque personnage campe le rôle qu'il doit camper. Vu très bien. Le réalisateur a pris quand même des acteurs qui sont à part la jeune actrice et puis peut-être l'assureur qui est avec eux, à part eux qui sont pas non plus des grandes stars, c'est Laurence Fishburne, Liam Neeson, le mec qui est dans la mine aussi, c'est des acteurs qui sont quand même confirmés, donc ils sont rodés, tu vois, ils savent bien comment jouer, comment bien faire, tu vois. Il y a une petite critique du capitalisme dans le film. Petite. Et c'est ça qui est dingue, c'est-à-dire que dans le film, il y a quand même des trucs où le fait qu'on ait pris une amérindienne, ils le font.
Et c'est ce côté, tu vois, où il y a un truc qu'elle installe. Moi, je trouve que c'est pas du tout cliché, bien que malheureusement, dans le film... Il y était dans le film, je sais pas si tu te rappelles, dans la neige, là, comment il s'appelait, Sans froid, et Kemston, il y était aussi un peu plus, était moins frontal, mais c'est vrai que là, il est vraiment frontal, parce que la première fois qu'on la voit, elle a dit, je continuerai à manifester tant que vous serez sur nos terres. C'est une gilet jaune des États-Unis. Ah non, c'est une gilet jaune des États-Unis, mais il y a des trucs quand même où même Laurence Fishburne lui fait une remarque. Alors nous on l'a vu en VF, mais il lui fait une remarque par rapport aux colonisateurs, et il y a des trucs quand même dans le film où tu vois que ça pique un peu, et même les patrons et même les employés, il y a un texte sous-jacent dans le film où le milieu du capitalisme, même si ça reste américain et arrangé et que ça reste du capitalisme Hollywood quand il propose des films comme ça, prend un petit taquet, et c'est fait, tu vois, c'est simple et c'est efficace de ouf. Il y a des trucs qui visuellement au niveau des effets spéciaux, c'est peut-être quelques effets spéciaux qui sont moyens, tu vois, mais c'est pas plutôt pas mal, à vrai dire. Mais s'il fallait avoir 50 sur le périph', la portière ouverte pour sauver le docteur et Raven, je le ferais. Voilà, gag, merci Ancestral. Merci. Voilà, on sait qu'on peut compter sur toi. Mais sache que sur ce film-là, il y a des scènes. Déjà, faut savoir qu'il y a un Déjà, alors, le film d'avant, on vous a dit qu'il y avait des facilités. Ouais, celui-là, c'est exactement le contraire. Dans ce film-là, tout est difficile pour nos personnages. À chaque fois qu'ils arrivent à se dépatouiller et en plus, quand il y a une situation qu'ils rencontrent, tu te rappelles, on a vu le film, commence depuis une demi-heure, et même quand on voit la scène, on se dit, là, c'est fini. À 30 minutes, il se passe un truc grave, quoi. Vraiment, et tu fais, ah oui, d'accord. Là, c'est fini. Arrête ton film. Je peux plus me sub. T'as pas d'argent. T'as pas d'oseille. T'es pauvre. On t'accepte quand même, physique. C'est pas grave. Tuck physique. Eh oui, Dark Rosalia est avec nous, Ancestral, on est en famille. Alors, oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a un truc qui se passe au bout de 30 minutes. Nous, on voit ça, on se regarde, on dit... ah oui, d'accord. Mais ton film est mort. Ton film est... J'espère que c'est pas parce que j'ai dit Tuck physique qu'il est... Je suis bloqué par Twitch. Mais ça n'existe pas, ça. Mais arrête. Twitch t'empêche de payer. Genre, ils disent, non, calme-toi, ça passe. Ne donne pas d'argent. Donne pas d'argent. Oh là là, en plus, on t'a dit bonjour sur le chat, Tizik. Tizik qui est notre régisseur que vous pouvez retrouver en live. Et oui, cœur à Dark Rosalia qui est au top du top. T'es pas déjà sub, justement. Et oui, ça se trouve, c'est déjà sub. Mais tu peux faire des dons, hein. Si tu veux lâcher ton PEL sur la BDR, franchement, lâche ton PEL. Et quand on a vu cette scène à 30 minutes, moi, perso, je me suis dit, mais tu peux plus redémarrer le film après. Alors, c'est pas mal. Alors oui, mais on se dit ok, d'accord, donc vraiment t'attaques comme ça. Qu'est-ce que tu vas nous faire après, quoi? Et après, honnêtement, il y a un antagoniste dans le film. Moi, je l'avais pas vu venir qu'il allait avoir un antagoniste. À vrai dire, tu pressentais parce qu'il y a des trucs qui sont téléphonés. Tu le sentais un petit peu. Moi, rappelle-toi ce que je t'ai dit à 20 minutes de film. Je t'ai dit ok, il va se passer ça à la fin. Et j'ai pas. Ouais, mais c'est vrai. Voilà, regarde. T'en as trop pris, mon vieux. T'en as trop pris. Merci, Tizik. Dès que ça lâche, regardez, ça c'est pour vous. Hop. Cadeau! Allez, direct en direct. Oui, l'emoji de Litena. Hop là. Et j'adore le voir swinguer. Elle a des trucs sur son Discord. Je kiffe. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, je t'ai dit qu'il y a des trucs qui sont téléphonés dans le film. Oui, c'est vrai que on se l'est dit, ça va finir, à la fin il va y avoir ça et ça et ça. Tu sais tout, tu devines tout. Il y a une grosse partie, c'est vrai. Oui. Tu devines tout, mais limite c'est pas grave parce que l'antagoniste nous a surpris. Autant on a parlé de Terminator par rapport au charisme de Schwarzenegger sur le premier film avec El Jefe, autant là si on devait comparer ce film avec Terminator, c'est Elijah. Elijah, on stream à côté de chez toi. Elijah Wood, pardon. Oui, Elijah Wood, très grand acteur. Et là, le méchant, quand on vous dit qu'il est pugnace et qu'il lâche pas l'affaire, il lâche. Pourtant, il a une gueule de merde. Hein. Ah ouais, non, mais le pire, c'est que, mais c'est ça qui est dingue. Justement, ça joue. Et ça joue de ouf parce que il a pas une gueule de méchant et même dans son attitude, moi au début, quand je l'ai vu s'installer en tant que méchant, j'ai dit, tu vas pas faire long feu, toi. Mais quand on voit à quel point il est tenace. Quand on voit à quel point, et c'est là aussi tu vois toute la critique de la société capitaliste, parce qu'il y a une métaphore en fait derrière cette attitude et derrière ce comportement, parce que par rapport à la justice, par rapport, après t'as la vieille morale américaine à la fin, tu vois, qui est censée adoucir le sel que tu prends, mais c'est franchement ce film là, c'est un peu l'inverse comme on dit de vétéran, parce que ça tacle aussi. En fait, alors tu l'as dit au début, mais je le saupoudre encore.
le fait que justement les vétérans, les gens qui vont à la guerre, qui reviennent traumatisés, il n'y a pas d'aide pour eux. Bah non. Et ils les foutent de cachetons. Et en fait, au début du film, il y a vraiment un gros tacle envers le système américain et les aides qu'il y a envers les soldats qui est vraiment intéressant. Plus après le truc des Amérindiens et tout ça. Ils sont prompts à envoyer des gens à la guerre parce qu'il faut savoir que les États-Unis ont énormément construit leur business et leur richesse à l'heure actuelle en faisant la guerre à beaucoup de monde, hein. Donc va falloir se calmer. Si les États-Unis passent sur nos streams, hashtag calmez-vous. Et bien sûr, il y a des gens qui s'enrôlent, mais qui reviennent complètement brisés des guerres, parce qu'en fait la guerre, ça n'amène rien de bas. Hashtag calmez-vous numéro 2, les États-Unis. Et dans ce film-là, ces thématiques-là sont abordées. Donc on a la thématique du colonialisme, du travail, parce que c'est quand même un travail hyper dangereux. Enfin, c'est il y a le travail, parce qu'il y a un truc encore avec l'argent aussi. Avec tout tourne autour de l'argent. Liam Neeson justement, comment dire, mais dit au début, et puis qu'après surligne à la fin et il se dit ouais, j'étais omnibulé par l'argent. Et ça, j'ai trouvé c'est un peu gros, on va pas se le cacher. Oui, c'est gros, mais j'ai trouvé ça cool quand même. Mais en fait voilà, il y a le rapport à l'argent, le rapport à l'humain. En fait, ce film, il y a plein de trucs dedans. Et quand tu le vois comme ça à l'affiche, tu te dis tu vas me vendre c'est un blockbuster, mais honnêtement complètement digeste. C'est un blockbuster qui, je trouve, dans sa manière honnête aussi. Un petit peu honnête, mais dans sa construction qui fait un peu vieux. Donc c'est un peu un blockbuster des années, comme tu dis, 2010 même, 2005. Comme ça. Mais c'est vrai qu'il fait un peu vieux. Mais franchement, on va le noter tout de suite. Moi, je lui mets 4 sur 5. Il mérite de ouf. Pareil, moi, ça va être un 4 sur 5. On lui met un bon 4 sur 5. Il est pas parfait, c'est sûr. Il y a les effets spéciaux, des fois, qui font... mais il y a des bonnes intentions, il y a des bons petits moves de caméra qui sont intéressants. Surtout, j'aime bien le côté quand, tu sais, il filme sous la route et qu'il y a les camions qui passent là. Avec dans le fleuve, pour qu'on voit le poids le poids qui se répartit sur la glace. Il y a des choix de mise en scène qui sont vraiment pas mal. Le film est honnête. Et honnêtement, en le voyant, j'ai ressenti le petit truc qu'on ressentait quand on était petit, parce que quand le film s'installe et se lance, il y a cette petite excitation de dire oh, il va se passer comme dans Armageddon, Starship Troopers. C'est un peu ça. Et ça, c'est assez ouf. Et je pense qu'on retrouve justement sa patte qu'il avait dans ces Armageddon, ces films de l'époque et tout ça. Donc plus des côtés Jerry Bruckheimer, tout ça. Avec des petites blagues, exactement, avec des petites blagues, regarde le camion et tout. Des trucs. On ressent sa patte là, et puis ça fait un petit côté nostalgique. Ah non, mais vraiment, ce film-là mérite un 4 sur 5, clairement. Si vous avez l'occasion de le regarder vraiment en pure détente, parce qu'il a pas énormément de prétention. Il y a énormément de films qu'on a noté. On a noté L'étrange Noël de Mr. Jack 5 sur 5, parce que pour nous il fait partie des chefs-d'œuvre, et dès qu'on met 5 sur 5 à un film, là pour le coup le 5 sur 5 il y a pas d'appel. Et on met 5 sur 5. Mais que nous, faut savoir que c'est pas gradué en tant que tel pour tous les films, parce que chaque film est différent, donc on essaie de le traiter avec ce qu'on veut nous donner, ce qu'on veut voir, ce qu'on nous donne à voir et de la manière dont c'est travaillé. Là le réal, honnêtement, même si c'est pas du David Lynch, etc., il y a vraiment un vrai boulot d'esthétique et, comme il a dit, de nostalgie. Ça marche sur beaucoup d'aspects. Il y a des trucs qui sont bien bossés, et très franchement, Liam Neeson, toujours pareil, tu le mets en galère avec un membre de sa famille dans un film, est-ce qu'il fait forcément un bon film? Liam Neeson, c'est le gars, sa femme, ses gosses, Taken, tout part en live. Son chien, mais oui, à chaque fois qu'il y a quelque chose sous la responsabilité de Liam Neeson, et en plus quand tu nous as raconté son histoire avec le fait qu'il ait réellement perdu sa femme dans la vraie vie, donc ça joue, et tu vois que le mec il se met corps et âme dans son... Liam Neeson reste un acteur, pour nous c'est... Et puis il y a aussi le fait qu'ils ont tourné dans des conditions réelles, et comme tu l'as dit pendant le film, quand je regarde le film, j'ai froid. J'ai caillé, ça se ressent. J'ai vraiment caillé. Parce que vraiment les acteurs et tout, ils sont dans ces conditions-là, et ça se ressent. C'est vraiment un film, voilà. Donc si vous êtes fan des combats de l'extrême, si vous aimez les films, on va dire d'action, ou en tous les cas, ou des films où ils essaient quelque chose, bien que la place de l'actrice, moi je trouve qu'ils l'introduisent bien, mais qu'après elle est pas trop développée. Mais elle a un rôle de femme forte, mais un peu mise à mal par le méchant du film. C'est dommage, parce qu'elle a vraiment quelque chose à apporter, mais mine de rien, elle est pas inutile. La construction est faite vraiment sur le frère. Mais elle est pas du tout sexualisée. Et ça c'est cool, hyper cool. Elle est pas sexualisée. Et quand on fait un film pro-américain avec une actrice qu'on met là et qui a le mérite d'exister en tant qu'amérindienne, que c'est souligné, qu'il y a des sous-entendus qui sont faits par certains personnages qui sont racistes, mais que tu vois que c'est défendu. Il y a vraiment, on peut pas tout vous raconter, mais en fait, il y a énormément de trucs dans ce film. Il est vraiment riche, et clairement, 4 sur 5, si vous avez l'occasion, c'est pour nous, c'est cadeau. Et voilà, on en a fini pour les débris films. Donc, nous revenons, donc, on a vu le vétéran, ou alors, aka, le protecteur québécois, alors moi, j'ai mis 4 sur 5, et Raven a mis 3 sur 5. Est-ce qu'on peut remettre l'affiche avec Liam Neeson? Calme-toi, il est fou. Le Liam Neeson verse, voilà, le vétéran, qu'on a vu sur MyCanal, qui est disponible sur MyCanal. Donc, si vous voulez le voir et que vous avez MyCanal, n'hésitez pas, et je pense qu'il sera prochainement disponible aussi sur d'autres plateformes. Donc voilà, moi, je lui ai mis 4 sur 5, parce que j'ai trouvé que le film était sympathique, et
qu'il y avait des trucs vraiment un peu lunaires, mais très drôles, et la fin est surprenante, et rien que pour ça, et les essais qu'il a fait le réalisateur. Surtout dans son déroulement de film, on va dire. On l'encourage. Pas basique, mais couloir, tu vois, genre, voilà. Cette fin-là, c'est un peu osé. Ouais, c'est un peu osé, et voilà, il y a un truc derrière, c'est cool. Et le deuxième film qui était Ice Road, avec Laurence Fishburne, Liam Neeson, et un beau casting, et dont un réalisateur qui a réalisé des films de notre enfance, ou en tous les cas de notre jeunesse. De notre jeunesse, plutôt. On lui a tous les deux mis 4 sur 5, c'est un film correct, qui ne ment à personne, qui traite de thématiques intéressantes, qui les amène du mieux qu'il peut dans le format qu'il a décidé de défendre, et honnêtement, non seulement ça marche, mais en plus de ça, on peut avoir des blockbusters de qualité, et on sent que le budget a pêché quelquefois, parce qu'il y a des trucs où on sait qu'ils ont pas investi là-dedans, mais quand tu mets du cœur dans ton film et que tu nous fais une proposition honnête, le spectateur la ressent. Merci beaucoup. Et c'est avec ça qu'on va finir cette émission. Oui. On remercie vous tous et vous toutes qui étaient sur la BDR TV. Merci Ravon pour cette émission. Merci à toi. On espère que cette émission vous a plu. On vous invite à prendre soin de vous. Et n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, il est important de casser des réalités. On vous dit à bientôt sur la BDR TV. Allez, bonne soirée.